Cette idée de progrès, donc l'idée c'est de réfléchir un peu à notre manière de concevoir le futur, notre manière de définir le bien-être, à l'heure où finalement c'est le mot effondrement qui est sur toutes les lèvres, et nos deux débatteurs et experts en savent quelque chose. Il y a avec nous Gabriel Salerno, donc, qui est un spécialiste des humanités environnementales, qui est un nouveau champ d'études qui fait un petit peu le lien entre les sciences de l'environnement et les sciences sociales. Il a été assistant de Dominique Bourg à l'Université de Lausanne. Il a travaillé auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi et soutenu une thèse qui analyse en fait les différents récits de l'effondrement. Ces deux derniers ouvrages, alors il y a L'effondrement, c'était pour demain, aux éditions d'Amba, qui est paru en 2021, je crois. Et puis ce commentaire des textes de Graham Turner aux éditions PUF, donc aux origines de l'effondrement. Graham Turner est un physicien australien qui a remis un peu dans le discours public l'analyse et la question de l'effondrement à partir de 2012. Avec nous aussi René Longer, bonjour, bienvenue, qui est donc un penseur pionnier de l'écologie, actif depuis des décennies dans le domaine de la durabilité. Il a été engagé au niveau institutionnel auprès du Parti socialiste à Genève, au niveau associatif dans plusieurs ONG. Il a été membre de différentes délégations suisses auprès de l'ONU dans différents sommets pour le développement durable. Parmi ses ouvrages, il y a ce plan de survie pour l'humanité aux éditions Jouvence, et puis le plus récent, L'humanité à la croisée des chemins, également aux éditions Jouvence. Merci beaucoup. Alors peut-être que la première question qu'on va vous poser, c'est de présenter chacun votre vision finalement du progrès, et puis ce questionnement, est-ce que ce terme a encore un sens? Est-ce qu'il faut l'abandonner complètement? Est-ce qu'on peut plus parler de progrès? Est-ce que cette idée de marcher en avant, d'amélioration permanente, d'évolution finalement, est-ce que c'est un terme du passé? Alors, je ne sais pas, on va peut-être commencer générationnellement par Gabriel, et puis on laissera René réagir ensuite. Est-ce que ça vous va? Oui, bien sûr. Ok. Vous m'entendez bien? Alors, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je pense que le progrès est une question qui mérite d'être débattue aujourd'hui. Je pense que ce qui est important, et c'est aussi ce que j'ai découvert à travers mon analyse des récits de l'effondrement qui paraît de prime abord contradictoire avec l'idée de progrès, c'est que ce qui importe peut-être aujourd'hui, c'est de réfléchir au contenu du progrès, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par progrès, alors qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, dans la société occidentale, on a réduit le progrès dans sa dimension scientifique et technique, c'est-à-dire une science et des technologies qui nous permettent d'accumuler des biens matériels. Je pense que cette vision-là du progrès devrait effectivement être revisité, et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir, à partir de ces différents constats que nous faisons actuellement sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux sociaux, de pouvoir créer une autre dynamique du progrès. C'est peut-être un espoir qui est encore possible à concevoir aujourd'hui, malgré la difficulté de nos problèmes environnementaux, et je pense que c'est ce que notre société peut avoir en tête dans l'optique de construire une société meilleure, donc un progrès dont le contenu est différent, c'est-à-dire pas uniquement une accumulation de biens et de richesses, mais progrès, c'est-à-dire peut-être une meilleure cohésion sociale, alors qu'aujourd'hui on voit que cette cohésion sociale est en train de s'effriter grandement. Donc là, il y a effectivement beaucoup de progrès à faire, une meilleure dimension de vivre ensemble entre individus, mais pas uniquement, c'est-à-dire aussi de vivre ensemble en harmonie avec les autres êtres naturels qui nous entourent, à savoir tous les êtres végétaux et tous les animaux. Donc, je pense que, pour répondre à la question, l'idée de progrès n'est pas morte, mais par contre, une certaine idée de progrès et pour le coup, doit être abandonnée et, à mon avis, est en train de périr, effectivement. Alors, René, je ne sais pas si vous voulez déjà réagir à ça. Une certaine idée est en train de périr. Est-ce que vous partagez la même conception que l'idée scientifique, technique d'un progrès purement... peut-être, je ne sais pas si le mot mécanique ou mécaniste ou techniciste vous parle. Est-ce que abandonner ça?
Alors, on est un peu dans une société où les fins et les moyens se mélangent. Hein. Donc, c'est, je pense, un premier vice de base, un premier souci de base. Mais si on prend un peu de recul, je me reconnais tout à fait dans ce qui vient d'être dit, mais moi, je me suis posé la question, pour moi, qu'est-ce que c'est que le progrès? Pour moi, quelque chose qui serait un progrès pour moi-même, mais aussi pour le monde, ça serait qu'on puisse être en paix avec soi-même, qu'on puisse avoir le moins de menaces possibles qui pèsent sur nos têtes, qu'on puisse avoir une relation équilibrée avec son environnement, humain, naturel, que les besoins de base soient satisfaits. Pour moi, le progrès, c'est d'abord avoir une image de ce qui est désirable. Ça se confond un peu avec la définition du bonheur. On sait qu'il y a un pays au monde qui a abandonné le PIB qui est toxique et qui nous intoxique pour le bonheur national brut. C'est un peu cette idée-là. Donc un vrai progrès devrait d'abord être défini. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Mais c'est tout le contraire de ce qui se passe en fait dans le monde tel qu'il est, ou en fonction du monde tel qu'on l'a fait aujourd'hui. Le progrès, c'est à la fois quelque chose qu'on subit, ça nous tombe dessus, on doit faire avec. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais on ne nous demande jamais notre avis. On ne nous demande jamais notre avis. Le progrès, il est décidé par des forces obscures, mais qui sont tout à fait visibles. C'est en fait soit l'État avec le complexe militaro-industriel. La guerre a toujours été un grand pourvoyeur de progrès technologique, hein, en guillemets, on voit bien ce que ça veut dire. Puis en même temps aussi par l'industrie tout court qui voit tout à coup une possibilité de faire fructifier une innovation. Et c'est après coup que peut-être certaines choses sont utiles et d'autres pas. Un bon exemple, enfin je donne deux exemples. Un bon exemple, c'est l'informatique. Pendant des années, on a dit que c'était, par rapport au nucléaire, la génétique, etc., c'était innocent. Ça permet de connecter le monde. On a dit tous connectés, etc. Maintenant, on voit les effets secondaires. D'abord, c'est pas du tout immatériel. Chacun de nos petits appareils électroniques, il y en a des milliards dans le monde. Les ordinateurs, les téléphones cellulaires, etc., c'est bourré de métaux, de terres rares, etc. Donc c'est extrêmement matériel, ça consomme de l'énergie du début à la fin. Puis en même temps, on voit les abus qu'il y a aujourd'hui. On voit que les médias sociaux sont tout sauf sociaux. C'est de la rigolade de dire que c'est des médias sociaux. En fait, c'est des médias qui divisent, qui créent des bulles, qui sont j'allais dire, des soutiens extrêmement puissants au complotisme, voire qui lui ont permis d'apparaître. Et on se rend compte qu'il n'y a aucun outil dans notre société qui permet d'anticiper les bienfaits et les risques. Donc il n'y a pas de pilotage social du progrès ou sociétal. Et on est en démocratie, en tout cas dans la moitié des pays du monde, on y reviendra, il n'y a pas encore, on n'a pas les outils de dire une innovation doit d'abord être checkée, est-ce qu'elle est utile, elle n'est pas utile, à quelles conditions. Et toute l'histoire du progrès, ça a été une histoire imposée, hein, depuis les pesticides jusqu'aux voitures, jusqu'à l'aviation. On peut en faire un bon usage, mais c'est jamais garanti. Donc je vois, quand on voit des personnages comme Elon Musk qui ont un pouvoir incroyable, qui rachètent Twitter, qui aimeraient aller sur Mars, etc., c'est pas du tout des gens qui pensent à faire le bien dans le monde, pas du tout. C'est des gens qui véhiculent un esprit de conquête, un esprit d'irresponsabilité, et on se rend compte que là, on est totalement dépossédé du pouvoir de dire oui ou non. Et moi, je plaiderais pour moi, le progrès, ça devrait être défini collectivement en fonction d'une échelle de besoins. Ça devrait être quelque chose qui relève de la législation, et ça devrait être quelque chose qui doit pouvoir être débattu démocratiquement. Alors, je dirais la démocratie de l'ère scientifique, elle reste à inventer. Alors, je dirais un dernier mot, parce qu'après, on va peut-être parler d'effondrement. Parce que le progrès tel qu'il se déroule aujourd'hui conduit à l'effondrement. Et donc, pour moi, c'est un faux progrès. Parce que l'effondrement, c'est évidemment pas un progrès, c'est le contraire, c'est l'inverse. Donc, pour moi, le progrès, c'est démasquer, parce que c'est une accumulation de puissance et de pouvoir. Puis j'aime bien cette phrase d'Einstein, je conclurai par là, qui disait que lui, il était très attristé de voir ce qu'on a fait de découvertes auxquelles il a participé, c'est-à-dire quand il a vu arriver la bombe atomique. Il disait, mais la bombe atomique, finalement, nous, on est des Cro-Magnons, on est tout à fait comme eux, mais on a la bombe atomique. Mais si eux l'avaient eu, on ne serait pas là pour en parler. Pour moi, le progrès est extraordinairement ambivalent et doit être maîtrisé.
Merci beaucoup. Donc on comprend cette volonté d'encadrer, pilotage social du progrès même. Alors ça pose beaucoup de questions. Comment, par qui, on va y venir. Peut-être Gabriel, la conclusion, le progrès conduit à l'effondrement. Est-ce que ça vous fait réagir? Le faux progrès, le progrès purement technique conduit à l'effondrement. Non maîtrisé. Et non maîtrisé. Comment vous réagissez à ça? Et surtout, est-ce qu'on peut encadrer le progrès technique? Est-ce que par définition, le progrès technique, la science ne se pilote pas tout simplement, elle a sa propre rationalité? Est-ce qu'elle peut être encadrée? Alors effectivement, pour le premier point, c'est exactement ce qu'on observe actuellement. Je pense qu'effectivement, le progrès, c'est-à-dire le progrès moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui, donc l'avancée de nos sociétés mène à un effondrement. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard sur qu'est-ce qu'on peut entendre par effondrement, mais je laisse ça de côté pour après. Donc effectivement, je pense que le constat actuellement, le diagnostic, comme j'ai dit avant, tant environnemental que social, montre que nous sommes dans une dynamique d'effondrement ou d'effritement. Peut-être vous pouvez le définir, l'effondrement. Qu'est-ce que vous entendez? N'hésitez pas. Alors oui, alors j'y vais. En fait, c'était un peu le propos de mon livre, justement. Ce premier livre, c'était que je me suis donc saisi de ce sujet durant ma thèse avec Dominique Beau. Et dans un premier temps, après avoir justement fait ce constat des difficultés actuelles, je me suis demandé, mais bon, d'accord, on voit qu'on va droit dans le mur, mais en fait, finalement, on a mis, sur ce mur ou sur ce constat, on a mis le mot effondrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire effondrement? Parce qu'on se rend compte que ce mot, c'est finalement un mot extrêmement flou, c'est une sorte de nébuleuse autour de ce mot, comment on peut le définir? Donc c'est tout un travail que j'ai fait ensuite. Et en fait, j'en arrive à la conclusion que dans notre imaginaire, qui est issu justement de l'imaginaire biblique, mais aussi ensuite de l'imaginaire de l'hiver nucléaire, donc de cette catastrophe nucléaire, on a représenté de manière assez commune l'idée d'effondrement comme, si vous voulez, l'épée de Damoclès qui nous tombe sur la tête, c'est-à-dire l'effondrement comme un événement brutal qui vient, qui est marquant et qui est vraiment une rupture dans l'évolution de nos sociétés, donc avec un avant et un après qui soit bien marqué. Et ce que j'ai pu voir aussi ensuite après en m'intéressant à différents effondrements de civilisations anciennes, par exemple l'effondrement de la chute de Rome, l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, par exemple les Mayas, aussi ce qui s'est passé en Mésopotamie, grosso modo 1000 avant Jésus-Christ, c'est que l'effondrement n'a peut-être pas cette dimension brutale marquante, mais est plutôt un phénomène qui s'étend sur du temps relativement long. Et donc, à la vision d'un effondrement brutal, je préfère la vision d'un délitement, c'est-à-dire un processus sur du temps relativement long, où il y a en fait des difficultés qui s'accumulent. Et je pense que c'est un peu, par exemple, ce qu'on peut vivre aussi actuellement dans le monde de l'effondrement, dans le monde de ce qu'on appelle la collapsologie. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlaient du risque et puis de l'effet d'une pandémie. Et en fin de compte, on en a vécu, on en vit une encore un petit peu. Finalement, on voit qu'il y a eu des changements, c'était des impacts très forts, mais on ne s'est pas effondré. Et je pense que par contre, ce qu'on observe, c'est justement une accumulation de difficultés. C'est qu'on a des difficultés économiques, on a des difficultés sociales, environnementales, on a la difficulté. Et cette accumulation, en fin de compte, cache est symptomatique d'un délitement. Alors en même temps, ce que faisait remarquer René, c'est qu'il y a une accélération aussi, rien que pour les pandémies. Je ne suis pas du tout scientifique, mais j'ai quand même l'impression qu'elles sont de plus en plus proches, de plus en plus impactantes. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une situation, je ne sais pas s'il y a effondrement fort et effondrement faible, comme on avait durabilité forte et durabilité faible, mais dans quelque chose qui s'accélère sérieusement et qui fait penser à plus qu'un délitement, mais à une étape supplémentaire? Alors bon, c'est dur à dire parce que c'est vrai que y a quand même une particularité aujourd'hui, c'est qu'on a la dimension globale qui est présente. Parce que en ce qui concerne par exemple l'environnement, le changement climatique a des impacts globaux, ce qui est différent par rapport aux effondrements anciens. C'est-à-dire que les facteurs qui étaient en compte lors de l'Empire, la chute de Rome, étaient, si vous voulez, régionaux. Donc il n'y avait pas cette dimension globale. Donc effectivement, je pense qu'on ne peut pas exclure l'idée d'un événement qui va être quand même relativement
homogène d'une certaine manière. Mais après, je pense qu'il faut garder cette aussi analyse de la situation qui est assez, en tout cas géographiquement et aussi temporellement, assez disparate. C'est-à-dire que certaines régions, comme on le voit actuellement, sont plus en difficulté, on connaît des difficultés plus grandes par rapport à d'autres. Et une accélération, par contre, pour vous répondre, effectivement, je pense que ce qu'on observe actuellement, c'est une accélération, donc un cumul de ces difficultés qui va grandissant, avec des difficultés de plus en plus importantes. Et ce qui importe aujourd'hui, justement, je pense avant tout, même avant de penser peut-être à la société de demain, c'est de chercher à stopper cette accumulation de difficultés, puisqu'évidemment, si ces difficultés continuent à s'accroître de cette manière-ci, il sera ensuite après de plus en plus dur de pouvoir, si vous voulez, reconstruire ou de garder une planète qui soit relativement vivable pour l'espèce humaine et les autres espèces. Donc ça, c'est un enjeu, effectivement, de stopper cette accélération de la destructivité humaine. Alors, est-ce que stopper, ça fait partie du programme de pilotage social du progrès, pour reprendre ce terme? Est-ce que, comment vous concevez finalement ce pilotage? Qui serait responsable de ça? Quels acteurs? Et puis, est-ce que face à l'ensemble des phénomènes en cours, on peut piloter? Et piloter, ça suppose d'avoir une vue d'ensemble. Donc, est-ce qu'il y a encore un organe qui a cette vision-là? Et puis une entente, on est plutôt dans l'effondrement complet du multilatéralisme. Alors, voilà, il y a un petit peu tout qui converge. C'est ça qui fait souci d'ailleurs. Et il y a la pression du temps. Mais vous posez la question, qui peut faire quelque chose? Je dirais d'abord nous tous. Mais chacun en fonction de ses responsabilités. Je pense que c'est ça qui est important. La responsabilité des personnes dépend de leur capacité d'action. Mais on a tous quelque chose à faire et on a tous un devoir de se positionner, d'y réfléchir. Maintenant, avant de répondre plus concrètement à qu'est-ce qu'on peut faire, je pense qu'il y a une chose qui me paraît importante dans l'idée d'effondrement, et j'ai beaucoup aimé votre livre, Gabriel, donc j'ai bien aimé ces exemples historiques, parce qu'il y a un point commun à ces exemples historiques, c'est quelque part un territoire qui se disloque, un territoire qu'on n'arrive plus à gérer. L'Empire romain était immense, il était construit autour de la Méditerranée, il a dû se déplacer vers l'Est sur une ligne de frontière qui va de l'Écosse jusqu'en Palestine quelque part. Pendant trois siècles, il a fait que de se battre, mais il ne savait plus pourquoi en fait. Il avait perdu sa raison d'être. Il y a beaucoup de facteurs, on pourrait faire une longue digression, dont d'ailleurs la christianisation de l'Empire est certainement un facteur, et sa survivance à travers la chrétienté finalement, qui était son héritière, en ayant évidemment enlevé tous les éléments non chrétiens. Mais ça, c'est un autre aspect. Ce qui est frappant à l'époque romaine, la dislocation était lente, et les témoins de l'époque ne s'en étaient même pas rendus compte. Le dernier empereur a disparu, comme a disparu le dernier empereur du Saint-Empire romain germanique en 1806. On ne savait même plus qu'il existait. Vous ne saviez certainement pas non plus qu'il y en avait encore un, tellement on est focalisé sur Napoléon et d'autres choses. Donc ça a implosé peu à peu. Mais les effets sur les humains sont extrêmement importants, parce que ce qui se disloque, et je pense que c'est exactement ce qui se passe au niveau global, ce qui risque de se passer, c'est qu'on perd la capacité de gérer un territoire. Et on passe de la mondialisation, à l'époque romaine, c'était la mondialisation dans l'Empire romain, c'était déjà pas mal pour les moyens de transport de l'époque, on passe de la mondialisation effrénée à l'autarcie, et on n'a pas du tout les moyens de l'autarcie. Et si ça vient brusquement, on est complètement démunis, parce que rien qu'en Suisse, la moitié de la nourriture vient d'ailleurs, et on ne saurait vraiment pas quoi faire comme ça pour tourner le bouton. Donc ça va être extrêmement impactant. Et pour moi, ce qui est très difficile à démêler, c'est qu'il y a deux types d'effondrement. Il y a un effondrement objectif des capacités de la Terre de fournir de quoi à l'humanité, de quoi continuer de vivre correctement. Par surexploitation, par mauvaise exploitation. Ce n'était pas trop le cas à l'époque romaine, bien qu'ils aient déboisé durablement toute la Méditerranée. Donc encore aujourd'hui, il n'y a plus de forêt, pratiquement plus de forêt là où il y avait les Romains. Mais disons, ce n'était pas vraiment la cause écologique. Il y a un effondrement écologique qui est objectivement là, même si subjectivement on ne veut pas encore le voir. En tout cas, dans la grande masse de la population, on n'est pas encore très, très inquiet. Par contre, l'effondrement simultané, et c'est une espèce de synergie négative, c'est l'effondrement de la capacité de gérer la situation. Et là, vous avez raison de parler du multilatéralisme. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que quand on parle d'effondrement, oui, il y a certaines choses qui doivent s'effondrer. Je pense qu'une aviation sans illimité, ça n'est pas possible. Je pense qu'un libre-échange illimité, ça n'est pas possible. Donc ça, on souhaite que cela s'arrête. Ça serait
la paix que finalement les mesures sanitaires nous ont fournies. On était contents, certains, de voir que voilà, il fallait un peu se concentrer sur l'essentiel. Mais d'autres choses ne doivent pas s'effondrer. Justement, la capacité de faire revenir le système socio-économique vers les limites naturelles. Et ça demande une capacité de gouvernance mondiale. Si on ne l'a pas, on ne peut pas le faire. Vous avez parlé du climat, la biodiversité, tout ça, les océans, c'est mondial. Et ça, tenir ça, je ne sais pas si on va y arriver, parce que le drame de notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une angoisse au niveau des peuples, mais cette angoisse elle se traduit en fait en repli sur soi. On se traduit en repli sur soi. Et moi, je me permets de faire une citation de mon ouvrage. Je disais, si l'angoisse fait réagir l'être humain, son réflexe reste bien plus territorial, défendre son territoire par rapport à des intrus. On pense aux 230 millions de réfugiés climatiques qu'il y aura en 2050. Fragilisation environnementale. On défend plutôt son territoire que de défendre son avenir face à ses propres incohérences. Or, la fragilisation des systèmes naturels conduit tout droit à la bataille pour l'accès aux ressources. Et ça, c'est ce qu'il faut craindre. Et aujourd'hui, on voit dans le monde entier des dirigeants qu'on appelle, la sociologie politique appelle populistes, qui ont du succès dans la défense effrénée d'un mode de vie destructeur. Trump, Bolsonaro, pour être sur un autre continent, mais il y en a en Europe aussi, on les connaît tous. Ces gens-là n'en ont absolument rien à faire des sujets environnementaux. Ces gens-là ressentent les populations sur des fausses questions, accélèrent la course à l'abîme et détruisent le système multilatéral. Donc ça, moi, je conclus par une autre citation de mon livre. C'est là, moi, à mon avis, ce n'est pas le collapse écologique qui conduit à la généralisation de la loi du plus fort, parce que c'est ça qui nous pend au nez, mais la généralisation anticipée et revendiquée de la loi du plus fort qui accélère le collapse écologique. Donc comment démêler les chevaux? Là, c'est le problème, il est à la fois mental, émotionnel et politique. Pour moi, c'est le libéralisme effréné qui a conduit les peuples dans l'erreur du populisme, ou qui est dans les bras des populistes. Les élections françaises, c'est évident à cet égard. Il n'y a qu'une politique maintenant interventionniste forte de l'État en matière écologique et sociale qui peut arrêter la course à l'abîme. Donc sa réponse, elle est politique, c'est de tirer un trait sur l'aberration qui consiste à dire, et qui a fait acte de foi pendant 50 ans, que le mieux qu'on puisse faire, c'est l'économie se porte d'autant mieux qu'on ne s'en mêle pas. Et ça, c'était une aberration, non pas seulement idéologique, mais factuelle, qui a accéléré la course à l'abîme et qui a rendu inopérantes toutes les idées qui sont sorties depuis les années 1970, où on a commencé à comprendre la dérive écologique, mais la pratique politique a fait qu'on en est resté aux interventions périphériques et donc inopérantes sur le fond du problème. Et donc si aujourd'hui on veut s'en sortir, pour éviter ce double collapse écologique, enfin cette fatale, j'allais dire, convergence entre un collapse institutionnel et un collapse, et de la volonté politique, et un collapse écologique qui vont se mélanger et qui vont conduire à la généralisation de la loi du plus fort. Si on veut éviter ça, il n'y a qu'une chose, c'est continuer à revendiquer la plateforme mondiale, continuer à revendiquer l'universalité des droits humains qui sont contestés dans la moitié des pays du monde. Il faut voir aujourd'hui, la majorité de la population du monde vit sous des régimes autoritaires, voire dictatoriaux, où ce genre de débat ne pourrait même plus avoir lieu. Puis avoir une politique écologique et sociale forte. Moi, je ne suis pas pour une étatisation de l'économie, bien sûr, mais je suis pour une économie de marché régulée. Il n'y a pas de marché sans régulation. Déjà à l'époque romaine, on régulait l'économie de manière pragmatique, et il n'y a pas de régulation sur le marché. Donc c'est vraiment changer les idées politiques que nous avons sur la manière de gérer l'économie. En fait, c'est un problème économique, puisque la dégradation de l'environnement est un problème économique. Merci. Si je vous comprends bien, juste, pour vous, c'est l'effondrement d'abord politique qui a conduit à l'effondrement écologique. Ils se soutiennent. La non-action du politique face aux problèmes écologiques, c'est la première cause de l'accélération de ces problèmes. Tout était sur la table depuis les années 60, 70, le changement climatique. On savait que c'était là. On savait qu'il allait venir. On savait, vous savez, les pionniers de l'écologie en 1962, Rachel Carson, 64, en même temps que Martin Luther King, il y avait Rachel Carson aux États-Unis qui a dénoncé les pesticides. Après, il y a eu le
commandant Cousteau qui parlait des droits des générations à venir. Après, il y a eu la conférence de Stockholm sur l'environnement humain. On savait tout, il y avait le rapport du Club de Rome. C'est à partir du moment où on a pris conscience que la dérive a eu lieu et que le jour, j'allais dire de l'effondrement, c'est pas ça, mais le jour voilà, où on a commencé à manger nos ressources sur le monde, du monde, en fait, c'est fin juillet maintenant pour le monde et c'est maintenant, le 13 mai, pour la Suisse. Donc, oui, j'en profite. On a mangé nos ressources. Donc, on savait tout ça, mais on n'a pas agi. Donc, c'est vraiment un problème politique. Tout simplement. J'en profite juste pour faire un coup de zoom sur l'édition de ce mois de Réformer qui traite et du jour du dépassement et puis de la question des autoritarismes. Alors c'est très intéressant ce que vous dites sur cet effondrement politique. Est-ce que vous partagez ce constat, Gabriel, d'un effondrement effectivement de la prise de décision politique et de la confiance dans mais c'est la pas capacité une à gérer. Ça dépend de nous tous. Alors, qui n'est pas une fatalité, mais est-ce que vous partagez ce constat avec cet essor des régimes autoritaires et donc de l'incapacité finalement à gérer les problèmes écologiques correctement ? Voilà. Effectivement, en tout cas, les inactions politiques, aussi fortement influencées par du lobbying, par des intérêts économiques qui sont venus peser dans la balance, et une des causes de cette... on parlait d'accélération des dégradations, donc ça c'est évident. Peut-être aussi... alors ça c'est une réflexion comme ça à développer, mais je pense que c'est peut-être cette sorte de la montée de l'extrême droite, du populisme, est aussi symptomatique d'une société qui est en crise, justement, qui rencontre quand même et qui perçoit des difficultés croissantes, mais qui, malheureusement, dans cet état un peu de crise et de désarroi, d'une certaine manière, comme d'une grande partie de la population, notamment en raison des inégalités, se traduit malheureusement par des mauvaises, si vous me permettez, des mauvaises orientations politiques, des mauvais choix. Et je pense que ça, c'est effectivement quelque chose de très affolant. Et là, j'aime bien une citation de Dominique Bourg, que je reprends souvent, qui disait « Nous sommes dans une poudrière et nous élissons des incendiaires ». Et je pense que c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Effectivement. Et moi, c'est quelque chose qui, il y a quelques années de cela, je crois 2019, je crois même pendant ou juste avant la pandémie, qui m'avait beaucoup choqué. C'était, dans mes travaux et avec Dominique, on faisait état, dans notre état des lieux planétaires, des grandes difficultés en termes sociaux, donc les inégalités. On faisait état des grandes difficultés environnementales. Et c'était tout d'un coup, justement, avec le complotisme, avec ce que j'avais appelé, moi, la crise de la cognition, c'est-à-dire cette crise de la vérité, avec notamment à cause des réseaux sociaux, des bulles algorithmiques, c'est-à-dire qu'on est coincé dans certains mondes numériques et puis on ne perçoit plus des avis qui sont divergents des nôtres. En fin de compte, une crise de la vérité, donc c'est-à-dire de ce qui se passe véritablement, quels sont les vrais enjeux, quelles sont les vraies difficultés. Et en fin de compte, c'est vrai que pour moi, à ce moment-là, j'ai vraiment eu aussi ce désespoir en me disant mais c'est terrible si en plus on n'est pas en mesure de pouvoir entre nous essayer de saisir, de comprendre quels sont les véritables enjeux et quelles doivent être les réponses, ou quelles pourraient être les réponses qu'on pourrait apporter. C'est assez catastrophique parce que c'est vrai, les enjeux actuellement, même si tout le monde est d'accord, ils sont assez difficiles à surmonter. C'est-à-dire que c'est quand même un grand défi par rapport à notre société, à notre mode de fonctionnement actuel, de descendre à un niveau plus bas, donc de gagner en sobriété. L'enjeu est de taille. Mais si en plus on vient rajouter là-dessus des personnes c'est pas caricatural, c'est même vrai, mais des personnes qui pensent que la Terre elle est plate et d'autres qui pensent que la Terre elle est ronde, comment peut-on s'entendre pour ensuite se mettre ensemble dans un chemin de sobriété? Et ça, effectivement, c'était quelque chose que je pense que c'est, comme le dit René, c'est un facteur aussi extrêmement affolant. Est-ce que quand même, peut-être pour prendre un peu le contre-pied, c'est pas une chance, ce repli très identitaire qu'on observe dans les votes extrêmes, et cette bulle algorithmique, ça traduit le fait qu'on est très replié sur ce qu'il y a juste tout près de nous. On a du mal à avoir cette vue globale, mais est-ce que ce retour au très proche, aux préoccupations très locales, ça peut pas être quelque part une opportunité aussi
dans cette situation d'effondrement. Je pense, vous avez dit pour l'Empire romain que cette dislocation, elle a conduit, c'était la fin d'une mondialisation et un retour à l'autarcie. Mais est-ce que quelque part, ce retour à l'autarcie, il faut le craindre ou le prendre quelque part comme un nouveau point de départ pour reconstruire justement avec cette opposition locale globale, est-ce qu'elle ne peut pas être une piste ? Le problème, c'est dans quel esprit on fait le repli sur soi. Je pense que après la fin de l'Empire romain, on a connu 1000 ans de morcellement, 1000 ans d'insécurité sur le territoire, 1000 ans de difficultés de communiquer. Donc on a passé d'un extrême à l'autre, d'un empire très organisé, très centralisé, avec un système routier où le blé venait d'Afrique. Enfin voilà, c'était ça fonctionnait jusqu'à un certain point. Puis ça, peu à peu, ça s'est délité. Mais ce qu'il y avait après, c'était pas drôle pour les gens. Je pense qu'ils vivaient nettement moins bien à l'époque. Après, ils se sont débrouillés sur les territoires, mais il n'y a qu'à voir ce qu'on trouve dans les fouilles archéologiques. Ça n'a rien à voir. Les constructions du 8e siècle et celles de l'Empire romain, les villes n'étaient pas les mêmes. Par exemple, il y avait toute cette culture des termes et de l'eau, etc., les égouts et tout ça, ça a mis 1000 ans à être retrouvé, quoi. Et beaucoup de choses, je pense que ça a été très péjorant pour les gens. Des bandes armées, jusqu'à ce que les royaumes s'installent, à l'époque de Charlemagne, etc., il a fallu... C'était vrai, on appelait ça les siècles sombres, on n'y était pas, hein, mais enfin, peut-être aussi c'est une convention d'historiens, mais quand même les savoir-faire artistiques étaient différents. L'art mérovingien et l'art gothique, c'est différent, quoi. Donc on a fallu 1000 ans pour retrouver certains savoir-faire, des capacités de bâtir, etc. Donc la question qui se poserait plutôt aujourd'hui, quand on parle de transition, j'aimerais bien qu'on inverse un peu la question. On se dit toujours qu'est-ce qu'on doit changer. Mais je pense que ça serait intéressant qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on aimerait garder, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur, et de faire le tri en disant qu'est-ce qui nous tient à cœur dans la société actuelle et sur quoi on doit se focaliser pour le garder, parce qu'on aimerait le garder. Après, il faut voir si c'est légitime et possible. Plutôt que de se dire qu'est-ce qui doit changer, parce que ça, finalement, c'est moins motivant. Et il y a des choses qu'on n'aimerait pas garder. Ça donne envie, justement, de s'engager. Et je pense que la réponse à votre question, c'est comment donner des perspectives aux gens. La difficulté, c'est les perspectives. On a la perspective technicienne, libérale. On continue sur la lancée, puis les choses vont s'arranger, la science va résoudre des problèmes, on va capter le CO2, tout ira bien, on ira sur Mars. Il n'y a plus beaucoup de gens qui y croient. Bon, ça existe encore comme croyance, surtout chez les dirigeants, malheureusement. Après, il y a la nébuleuse écologique un peu qui peine à définir des choses claires pour la grande masse de la population. Alors après, c'est facile de dire on se replie sur soi, on fait comme les chats sur leur territoire. Quand il y a 2 chats sur un territoire, ils sortent les griffes. Mais est-ce que c'est une attitude constructive pour l'humanité? Je ne pense pas. Donc le problème des mouvements populistes, et là je me permets encore de citer ce que j'ai écrit, il y a une idéologie derrière, qui n'est pas une idéologie constructive. Le problème, c'est qu'il faut tenir la route globalement et la concrétiser localement. Il faut tenir les deux bouts. On ne peut pas faire que du local. On a généré des déstabilisations globales. On est obligé d'avoir une capacité d'action globale pour revenir un peu là-dessus. L'exemple typique, c'est le climat. Le climat, il est complètement global. Les effets ne sont pas globaux, parce qu'ils sont différents. Il fait 45 degrés en Inde aujourd'hui. Ici, c'est supportable. Donc, on ne se sent pas concerné. Tout a l'air bien vert, on ne sait pas s'il y a encore des insectes, parce que de toute façon, ce qui est vraiment important en biodiversité, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, on n'est pas encore dans la prise de conscience matérielle, mais d'autres, ils sont déjà jusqu'au cou dedans. Mais le repli sur soi populiste qui est pervers, c'est ça, c'est l'idéologie. Moi, je la définis comme ça. Domination de l'homme sur la nature, de l'homme sur la femme, de l'homme blanc sur les autres humains, de son peuple sur les autres peuples, de majorité conformiste des minorités dont la divergence devient vite déviance, de dirigeants soupçonneux mais pas au-dessus de tout soupçon sur une population prise en tenaille. Il y a eu un ministre polonais qui disait, il y a une année, il mettait sur un même plan les cyclistes, les végétariens et les homosexuels. Quel est le lien entre ces trois? Il refuse la virilité qui domine le monde. Et ça, c'est inacceptable pour ces personnes-là. Alors, je continue de me citer moi-même, Make War Not Love est la réplique à la fois tragique et dérisoire à la joyeuse insouciance des années 60, époque où l'humanité a commencé à brûler la chandelle par les deux bouts. Et la symétrique
au sein du monde musulman de ces dérives se trouvent dans l'islamisme et en Asie dans l'extrémisme hindouiste et bouddhiste. N'oubliez pas que l'Inde est aux mains aujourd'hui des descendants des assassins de Gandhi. Et Gandhi, c'est à peu près le seul dirigeant du Sud qui a compris qu'en rejetant la colonisation, il fallait aussi rejeter l'état d'esprit de la relation à la nature qui était derrière et la manière de concevoir le progrès. Je pense que là, on va au bout de cette logique destructrice. Ce n'est pas un repli sur soi bienfaisant en disant, voilà, on va essayer d'être responsable face à la planète. On a une empreinte écologique qui est 3 fois celle qu'elle devrait être. Ce n'est pas des gens qui se disent, on va la descendre à 1, on va vivre sur les ressources locales, on va faire des échanges solidaires, etc. On va pacifier la relation avec la nature et avec les autres, etc. On ne va pas se transformer on n'est pas des bisounours, on le sait bien, mais enfin, on va essayer de vivre de manière responsable. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste le contraire. C'est nous, on est bien. Puis tous ces mouvements nationalistes, c'est aussi des mouvements de nivellement, c'est-à-dire on est tous pareils, les autres sont aussi tous pareils, il n'y a aucun droit à la différence, on est un bloc, et on avance en bloc, puis on se prend la part de gâteau, et on s'en fiche complètement si on prend celle des autres. Et c'est ça qui fait peur. Donc pour moi, le nationalisme, le populisme, tous ces mouvements-là, c'est le paroxysme de ce qu'on est en train de faire. On va au bout, et c'est juste le contraire qu'il faut faire. Alors, pour que les esprits changent, c'est vraiment donner des perspectives. Et ça, je pense qu'on doit tous y travailler, de simplifier le discours, de montrer que le changement est salutaire. Et encore une fois, ça passe aussi par faire l'inventaire de ce qu'on aimerait bien garder, ce qu'on aimerait bien continuer à être, parce qu'il y a aussi des choses précieuses dans le monde moderne. Il y a des acquis très importants, les libertés civiques, par exemple, que, encore une fois, la moitié de l'humanité ne les connaît pas. Certains ne les ont jamais connus. En Chine, en Russie, en Iran, ça n'a jamais existé. Mais dans d'autres pays, ils tombent les uns après les autres. La Birmanie, l'Afghanistan, etc. Enfin, vous connaissez la liste, quoi. Du coup, je me tourne vers Gabriel. Est-ce que l'effondrement permet de faire le tri? Est-ce que dans un délitement, on peut choisir tranquillement ce qu'on a envie de garder ou pas? Est-ce que l'histoire nous donne des exemples avant le délitement? Ça, il faut faire avant. Après, c'est trop tard. Voilà. Le problème, je pense, c'est qu'on est en plein dans une phase de délitement, donc le avant, je pense, c'est trop tard. Votre question, pour y répondre. Est-ce qu'on peut choisir? Et dans quelle mesure? Est-ce que dans ce que vous avez étudié, il y a l'Empire romain, mais il y a aussi l'âge du bronze, la civilisation maya. Est-ce qu'ils ont eu le choix? Alors, pas pour tout, non. Je pense pas, c'est-à-dire qu'on est forcément contraint par maintenant des facteurs physiques qui vont aller en s'aggravant, sur lesquels on ne peut plus avoir beaucoup de marge de manœuvre. Alors, l'enjeu actuellement, par rapport au dernier rapport du GIEC, c'est d'agir de manière extrêmement forte sur les 3 à 5 prochaines années. Et cette dernière fenêtre d'action nous permettra de choisir un maximum ce qu'on veut. Après, effectivement, plus on continue à détruire, plus ça va devenir difficile de choisir. Déjà là maintenant, il y a beaucoup de... Parce qu'évidemment, nous, on réfléchit à notre échelle humaine en termes de génération, on se projette à 10 ans, 20 ans, et encore, c'est pas pour les politiques, ça, c'est peut-être plus pour nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les processus biophysiques, donc les processus naturels, eux, se déploient sur du très long terme, et ils ont aussi une très forte inertie, c'est-à-dire c'est comme une bille à laquelle vous donnez une impulsion. Même si l'impulsion elle est faible, si la bille est assez grosse et le mouvement assez fort, la bille va prendre du temps avant de s'arrêter. Donc c'est la même chose avec les phénomènes naturels. Donc voilà, malheureusement, pour répondre à la question, on ne peut pas tout choisir, non. Par contre, il y a encore une petite dernière fenêtre d'action devant nous qui nous permettrait de choisir un maximum. Mais je rejoins totalement ce qu'a dit René. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de réfléchir aux fondamentaux de la société qu'on veut préserver de l'effondrement, qu'on veut préserver en maximum. Et je pense que finalement, de manière assez caricaturale, assez simple, l'écologie aujourd'hui, en tout cas du point de vue de la société, elle se fait sur finalement qu'est-ce qu'on veut garder, sur quoi qu'est-ce qu'on veut économiser pour pouvoir encore utiliser. Souvent, par exemple, on me rétorque en me disant « Ah, mais oui, mais bon, tu ne veux pas lire ton livre à la bougie ?» Je réponds, oui, peut-être. Je suis d'accord de lire mon livre à la bougie pour avoir de temps en temps de l'électricité pour certains usages. Je suis d'accord de faire tous mes
tous mes trajets à vélo et à pied pour peut-être de temps en temps prendre la voiture. Donc je pense que c'est aussi ça qu'on peut avoir en tête, qui est un peu une manière un peu plus positive, entre guillemets, de voir l'écologie qu'on présente très souvent comme liberticide, comme en fin de compte c'est des contraintes, c'est des choses qu'on nous interdit de faire, qu'on ne doit pas faire. Or non, en fin de compte c'est des choix, et c'est ne pas faire certaines choses ou faire beaucoup moins certaines choses pour pouvoir finalement toujours faire quelques-unes. Et je pense que ça c'est aussi peut-être un peu plus motivant. C'est l'idée aussi de liberté. C'est, voilà, si par exemple certes, on va se restreindre de certaines libertés, mais ça va aussi nous en offrir plein d'autres. Excusez-moi. Par exemple, si j'interdis à un enfant de casser son jouet, eh ben, je lui ôte une liberté, c'est la liberté qu'il a de détruire son jouet. Mais par contre, je lui offre la liberté de jouer plus tard avec son jouet. Je lui offre la liberté, en lui interdisant celle de le casser, de prêter son jouet plus tard, ou de le donner à ses enfants quand il a des enfants. Donc, vous voyez, il y a aussi une question c'est pas uniquement se contraindre certaines libertés, ça va aussi ouvrir d'autres. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête lorsqu'on pense à nos changements de mode de vie. Donc pour la notion de progrès, on peut retenir le progrès, c'est aussi avoir la capacité de faire des choix. Dans la définition, finalement, c'est peut-être ça qu'on peut retenir. Est-ce que vous voulez compléter ? C'est celle que j'ai donnée au début, c'est qu'aujourd'hui, on ne donne pas le choix. Et peut-être collectivement, on n'a pas le choix, mais individuellement, on a le choix, effectivement. Mais j'avais encore un point que je voulais souligner. Donc, la combinaison, quelque part, des inégalités et des crises écologiques est délicate à gérer, parce qu'on a longtemps pensé qu'on allait gérer les enjeux écologiques par des taxes, par exemple, ou des choses comme ça, et on voit que ça ne marche pas. On a perdu le vote sur la loi sur le CO2, c'était un vote ville-campagne absolument clair. En France, il y a eu les gilets jaunes. Voilà, on se rend compte que ça ne marche pas, parce qu'il y a des inégalités objectives et aussi subjectives, hein, c'est parfois aussi dans la tête, mais on est dans une société perverse quelque part, qui est la société de consommation inégalitaire. Elle a été voulue comme ça. Il y a des théoriciens d'il y a un siècle qui disaient ça déjà. La société de consommation, c'est la capacité de susciter une insatisfaction permanente. Il y a des écrits là-dessus qui disent ça, et quelque part ça a été voulu, et au fond on est toujours jaloux de quelqu'un, de quelque chose. Il n'y a qu'à voir le parc automobile comme il se présente, hein. Je suis sûr, pas sur ce parking ici, mais sur l'autoroute il suffit de voir. Donc on voit bien que la moitié des immatriculations nouvelles sont des SUV dont personne n'a besoin, hein. Il y a peut-être un paysan qui en a besoin pour monter ses vaches à l'alpage, mais c'est pas le même genre de véhicule. Puis, elle monte à pied. Oui, elle monte à pied en plus. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on voit à quoi ça sert, mais ça sert surtout à montrer sa puissance, hein. Donc, et ça émet 30% de CO2 en plus. Ça devrait être interdit, ce genre de choses. Là, il n'y a plus de liberté possible. Mais on est obligé d'agir de front sur les inégalités et sur les enjeux écologiques. Sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est juste de le faire. D'ailleurs, c'est tout à fait juste. Et on n'y arrivera que si, moi je rêverais que l'État, finalement, dise il y a un revenu minimum et un revenu maximum. Je trouve invraisemblable que des gens puissent gagner 10, 15 millions par an, quel que soit leur mérite. C'est inacceptable. Je veux dire, c'est absolument choquant. Évidemment, ça fait fuir les gens du monde politique en disant mais ils sont incapables de faire régner la justice. Peut-être même le roi de France, il aurait interdit un salaire minimum parce qu'il avait tout pouvoir de le faire. Un salaire maximum, mais non, là on ne peut pas, c'est la liberté contractuelle et ça. Donc tant qu'il n'y a pas des signes forts qu'on soutient les territoires en perdition, en Suisse on le fait assez bien d'ailleurs, mais on est petit, puis on est relativement riche. Mais sortez de la frontière, dans le Jura, dans le Piémont, mais c'est le vide. Et on a désertifié les territoires, les gens sont désespérés, donc il ne faut pas s'occuper d'écologie. Et il faut vraiment que, comme le disait Nicolas Hulot, traiter ensemble les fins de mois des personnes, les fins de mois des entreprises et les fins de mois de la planète. Il faut converger. Et s'il n'y a pas une volonté politique forte de le faire, on n'y arrivera pas. Et ça signifie que le monde politique doit accepter de réguler l'économie, ce qu'il n'est pas prêt de faire aujourd'hui dans sa majorité. Et pour qu'il le fasse, évidemment, il faut que les gens élisent les gens qui font ça. Et pour les élire, il faut qu'ils aient la conscience. Donc c'est un cercle vicieux parfait. Mais voilà, après, l'avenir est dans nos mains. Je pense qu'on donne des scénarios tels qu'ils sont. Je pense qu'il faut être honnête. Moi, je restitue ce que je ressens. Après, peut-être dans le public, vous trouvez... On me demande souvent si je suis optimiste ou pessimiste.
j'en sais rien, j'essaye de voir ce qui se passe, puis ensuite c'est à chacune ou à chacun de se positionner et de se dire comment sortir de cette intoxication, de cette société de consommation inégalitaire. Comment sortir de là? Comment générer d'autres valeurs? Comment rendre d'autres choses désirables? Et c'est sûr qu'on peut conclure là-dessus que la spiritualité est évidemment un antidote au consumérisme. C'est deux choses contradictoires. Une fois que les besoins de base sont j'allais dire, satisfaits, ce qui est loin d'être le cas dans le monde, hein, mais une fois que les besoins de base sont satisfaits, peut-être qu'on peut se tourner vers autre chose que l'accumulation et la possession de biens dont on sait que faire finalement. Merci beaucoup. Alors, la spiritualité, il y a plusieurs conférences qui reviendront tout au long de l'après-midi. La question de la puissance aussi, à 13h avec Frédéric Rognon. Peut-être vous voulez réagir, Gabriel, sur finalement cette notion de progrès, peut-être en forme de conclusion aussi, sur l'idée de sa dimension politique, sociale, la nécessaire régulation économique, et puis effectivement, le cœur du sujet, c'est pouvoir récupérer le choix. Alors effectivement, pour revenir sur l'idée de progrès, c'est aussi quelque chose, alors là dans ma thèse, pas dans ce livre-là, quoique je l'effleure un tout petit peu dans le livre, que j'ai traité dans le sens où, effectivement, donc, dans la société occidentale, donc à un niveau collectif, notre vision de l'histoire, elle est progressiste. Alors son héritage, je ne vais pas le faire maintenant, mais il vient du pélagianisme, ensuite il s'est aussi concrétisé pendant la querelle des anciens et des modernes, et depuis le siècle de Lumière, il s'est fortement accéléré. Donc en tout cas, on en est dedans, dans cette vision selon laquelle justement l'histoire, donc là à un niveau vraiment collectif, global, l'histoire est en progrès. Et donc ça veut dire qu'on pense que je vis mieux que mes grands-parents et mes enfants vivront mieux que moi. Et cette idée-là, elle a été très prégnante et c'est celle qui a construit aussi nos sociétés occidentales, mais comme on l'avait dit en introduction, selon la seule perspective de l'accumulation de biens et de richesses à travers la science et les techniques. Et ce qu'on observe en fait aujourd'hui, c'est que, en fin de compte, ce progrès, il mène à une impasse. C'est donc l'effondrement, en fin de compte, il vient heurter cette vision, ce sens qu'on pouvait donner à l'histoire, parce que ça permet de donner du sens, ça permet de dire, la vision progressiste permet aussi de dire, voilà, on apprend de nos erreurs, c'est pas des choses qui sont cycliques, qui reviennent. Si on a eu des guerres mondiales, maintenant le but c'est d'éviter d'en avoir. Si on a des difficultés, c'est qu'on va essayer de les résoudre et puis faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas. Donc ça permet de donner du sens à notre histoire collective. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sens qui nous habite, nous, société occidentale, est totalement heurté par l'idée d'effondrement. Parce qu'on se rend compte que, enfin, donc, là où on va, il n'y a plus de progrès possible. Et on se dit, mais en fait à quoi bon en fait, quelle est l'histoire humaine en fait, elle se traduit uniquement à s'effondrer. Donc je pense que l'un des enjeux aujourd'hui, et donc là c'est dans une dimension beaucoup plus métaphysique, c'est de réfléchir de la même manière qu'on cherche à donner du sens à notre vie, donc à notre parcours sur Terre en tant qu'individu. Et ces mêmes réflexions-là, qui sont certes un peu plus abstraites, se posent aussi au niveau collectif. Finalement, quel est le sens de la grande aventure humaine sur Terre? Et je pense que là, pour rebondir sur l'idée de progrès, je pense qu'il y a effectivement une autre vision que celle progressiste technique qui est à chercher, qui est à construire collectivement et qui pourrait, en fin de compte, comme justement métaphysique, pouvoir alimenter ou diriger la société dans d'autres directions. Je pense que c'est des réflexions plutôt philosophiques ou c'est un peu spirituelles qui pourraient être des moteurs, en fin de compte, de changement. Merci à tous deux pour nous avoir fait comprendre ce processus où il y a du choix.